Cette émission vous est offerte par l'École supérieure des affaires, ESA, le label des diplômes de qualité. Bienvenue à tous. C'est un sujet qui incarne bien souvent, à lui tout seul, la véritable pomme de discorde entre gouvernants et organisations de la société civile. La question des droits de l'homme est au cœur de ce numéro. Nous l'abordons à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée chaque 10 décembre. Cette année, l'événement a une résonance toute particulière. Et pour cause, il y a 70 ans, était adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous en parlons sur ce plateau avec Godwin Etche. Vous êtes directeur exécutif du Centre de documentation et de formation des droits de l'homme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Monsieur Etche, alors nous commençons par cet article, c'est l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout être humain est égaux, libre et égaux en dignité et en droit. Les droits de l'homme dont on parle, c'est quoi exactement ? C'est bien d'avoir commencé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que même si je ne suis pas historien, pour vous parler des droits de l'homme, je serais obligé de retourner un peu dans l'histoire. Mais j'avoue que j'ai toujours apprécié cette définition très basique des droits de l'homme, et qui m'amène à vous dire que pour moi, les droits de l'homme, c'est notre vie au quotidien. C'est tout ce que nous faisons quand nous nous réveillons, quand nous sortons de la maison, lorsque nous allons travailler, lorsque nous allons à l'hôpital pour nous faire soigner, lorsque nous mangeons. Les droits de l'homme, c'est toutes ces choses que les hommes ont l'habitude de faire. Pour résumer, c'est un ensemble de prérogatives qui sont reconnues à tout être humain du simple fait de leur existence en tant qu'être humain. J'aimerais revenir sur reconnu. Reconnu et non accordé, parce que les droits de l'homme, ce n'est pas une autorité qui l'octroie ou qui l'accorde à une personne. Le simple fait pour moi ou pour vous ici d'exister en tant qu'être humain, c'est cela qui vous confère ces notions ou bien ces droits et privilèges que nous appelons droits de l'homme. J'ai parlé de l'histoire pour commencer, parce que pour mieux comprendre la notion, il faut retourner un peu en arrière. Vous savez que l'histoire de l'humanité a toujours été jonchée de crises, de crimes, d'ignominies, et il s'est toujours posé la question comment faire pour garantir aux hommes un minimum de liberté, un minimum vital pour que les gens puissent vivre dans leur dignité. Plusieurs fois dans l'histoire, il y a eu des lois, des déclarations, des textes qui ont d'une manière ou d'une autre pu protéger l'homme. Mais en ce qui concerne la notion des droits de l'homme, elle remonte à 1948 avec cet instrument que j'ai entre mes mains qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une déclaration qui est née à la suite des deux grandes guerres que nous avons connues. Je parle de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Au regard de toutes les atrocités qui ont été commises au cours de ces deux guerres, les Nations Unies ou bien les nations réunies au sein de ce que nous appelons l'Organisation des Nations Unies ont estimé qu'il faut poser des garde-fous pour empêcher que de telles atrocités se commettent davantage. Et toutes ces notions, ces valeurs qui ont été réunies dans les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils ont été codés sous le vocable droits de l'homme. Vous avez présenté un si bon tableau historique de cet instrument juridique. La Déclaration universelle des droits de l'homme dont on parle présente des valeurs universelles et un idéal commun, vous l'avez souligné, à atteindre par tous les peuples et par toutes les nations. Alors, Monsieur Etche, il y a 70 ans qu'elle a été adoptée. Qu'est-ce qui se dresse encore aujourd'hui comme défi dans la mise en œuvre de ces instruments ? Alors, j'ai toujours l'habitude de dire que pour moi, le combat pour les droits de l'homme, c'est un combat qui se situe à deux niveaux. Il y a d'abord la reconnaissance de ces droits comme principe auquel il ne faut pas déroger.
Et cette reconnaissance, si on doit le traduire dans des termes juridiques, c'est ce que nous appelons souvent le cadre légal et institutionnel. Est-ce que cette reconnaissance n'est pas déjà un acquis? Et en ce qui concerne cette reconnaissance, il faut reconnaître il faut savoir apprécier cela. Il y a un minimum ou bien un minimum plus ou moins acceptable en ce qui concerne la reconnaissance de ces droits. Mais l'autre niveau qui n'est pas aussi très évident, c'est donc l'effectivité des droits que nous proclamons tous les jours. Et aujourd'hui, 70 ans après, si nous devons dresser un bilan, le bilan doit être beaucoup plus consacré sur qu'est-ce qui a été fait. Est-ce que les droits de l'homme demeurent des valeurs qui sont proclamées uniquement dans la bouche, ou bien est-ce qu'au concret, les êtres humains peuvent affirmer qu'ils jouissent effectivement de ces droits et libertés. Alors, quand vous vous posez ces questions, comment vous répondez-vous? Donc, pour moi, le bilan au niveau du cadre légal et institutionnel est plus ou moins satisfaisant, mais au niveau de l'effectivité, il y a véritablement encore du chemin à faire. Je vous donne un exemple tout à fait basique. Nous avons dit que ce qui a poussé à l'adoption de ce document que je tiens entre mes mains, c'est ces atrocités que nous avons, qui ont été observées. Est-ce qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas de Troisième Guerre mondiale, est-ce que si nous faisons la somme de tous ces foyers de conflit qu'il y a sur la Terre, si nous faisons la somme de toutes ces personnes qui sont encore détenues de façon arbitraire, si nous faisons la somme de toutes ces personnes qui ne trouvent pas à manger, si nous faisons la somme de tous les événements liés à la crise migratoire aujourd'hui, est-ce que nous pouvons affirmer que les droits de l'homme sont effectifs? Alors pour vous, 70 ans après l'adoption de ce document, il y a encore du chemin et très long. Voilà. Dire que rien n'a été fait, c'est aussi, pour moi, ce n'est pas réaliste. Il y a des choses qui ont été faites, il y a du chemin qui a été fait, mais il y a encore des choses à faire. Il y en a véritablement à faire. Voilà. Monsieur Etche, les pays africains, pour la plupart, ont cette réputation, est plutôt mauvaise d'être mauvais élèves en droits de l'homme. Qu'est-ce qui, selon vous, aggrave la situation des droits de l'homme sur le continent? Alors, avant de répondre totalement à la question, j'avoue que cette façon d'apprécier l'Afrique ou les États africains, il me tente de rentrer dans ce débat panafricain qui nous amène à dire que malheureusement, c'est ceux qui ont fait la loi et qui font encore les classifications. Je ne vois pas forcément l'Afrique comme la bête noire, mais une fois que nous mettons au frigo ce débat qui me tente, mais dans lequel je ne veux pas du tout me verser, si nous devons faire une appréciation par rapport à la façon dont les droits de l'homme sont mis en œuvre en Afrique, je crois que notre plus grande faiblesse, c'est que d'abord, quand je prends la question du cadre légal institutionnel, il n'y a pas cette facilité pour nous les Africains à accepter de valider ces tests. Et lorsque nous acceptons, pour le Togo, qui naturellement fait beaucoup d'efforts, il y a malheureusement beaucoup de contingences qui ne disent pas leur nom économique, politique, social, qui obligent ou bien qui amènent malheureusement les acteurs qui sont censés les mettre en œuvre. En raison donc de ces raisons politiques, économiques, ils tendent à ignorer ou bien à minimiser les efforts qui doivent être faits. Vous entendrez souvent dire qu'on en a déjà fait assez pour les droits de l'homme et qu'il y a d'autres problèmes. Or, le défi, c'est que les droits de l'homme, malheureusement, sont des notions qui sont connectées à des questions économiques. Quand vous voyez aujourd'hui tous les crimes qui sont commis par les multinationales, quand vous voyez aujourd'hui tous les crimes qui sont commis en raison des contestations politiques, vous verrez que c'est parce que, effectivement, on ne voit pas la chose de façon simple que, malheureusement, on est obligé de piétiner les droits de l'homme. Donc, ces défis font en sorte que c'est difficile pour les États africains qui ont encore besoin de prouver leur capacité d'asseoir une démocratie, d'asseoir un état de droit. Ces défis font que c'est difficile pour nous aujourd'hui de dresser un tableau plus ou moins satisfaisant de la situation des droits de l'homme en Afrique. Alors, ouvrons, M. Etche, une parenthèse sur
le travail de la Cour pénale internationale. Plusieurs pays africains, sinon certains pays africains qui ont ratifié le traité de Rome créant cette Cour ont menacé de se retirer. Est-ce que cette façon de faire n'est pas une menace pour les droits de l'homme? Alors, ça m'amène un peu à revenir sur le débat panafricain que j'ai évoqué au début. Je crois que malheureusement, il y a un amalgame qui se fait. Alors, autant je suis africain et j'ai envie de dire qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures qui se fait au niveau de la Cour, où c'est seulement nous les pays africains qui sommes souvent doigtés comme les principaux auteurs de ces crimes qui sont poursuivis par la Cour. Mais autant j'ai ce réflexe de le dire, autant je dois reconnaître que pour que mon frère togolais puisse vivre librement, je n'ai pas en réalité besoin que la Cour me le dicte. Vous voyez? Donc c'est parce que malheureusement on se cache derrière cette politique de souveraineté ou bien de conquête de notre souveraineté en tant qu'État que nous sommes des fois amenés à piétiner ou bien à oublier notre obligation, l'obligation pour nous de garantir à notre frère un minimum de dignité. Alors, en tant que défenseur des droits humains, est-ce que l'action de cette Cour n'est pas dissuasive pour les prédateurs des droits de l'homme? Oui, alors même le thème prédateur me pose un peu de problème parce que la logique, c'est en fait, tout le monde est censé, nous sommes censés mutualiser les énergies, ok? Et même si on se met un peu dans le cadre de la célébration de 70 ans de la DDH, l'idée c'est de mutualiser nos énergies pour promouvoir et protéger au mieux les droits de l'homme. Donc, même si je ne reconnais pas qu'il y a véritablement des prédateurs, il faut savoir que la Cour, effectivement, dans une certaine mesure, peut nous aider ou contraindre nos dirigeants, sachant qu'il y a une menace d'être poursuivis. Donc, contraindre nos dirigeants, faire davantage d'efforts pour la raison des droits de l'homme. Je veux juste noter qu'il faut faire une distinction entre le fait qu'effectivement, il y a une certaine gestion inéquitable au niveau de la Cour et le défi, sinon la nécessité d'amener nos dirigeants à faire des efforts en matière des droits de l'homme. Tant qu'on n'arrive pas à faire cette distinction, il y aura de l'amalgame et malheureusement, c'est nous, les citoyens, les pauvres citoyens, qui vont encore en pâtir. Une chose est de dire qu'il faut qu'au niveau de la CPI, qu'on reconnaisse que tout le monde, cette égalité que nous sommes en train de vendre ou bien de chanter, qu'on reconnaisse cette égalité au niveau de tous les États et que tous les États, dans tous les États où il y a des crimes, qu'on puisse commencer par interpeller les dirigeants. Mais une fois qu'on demande à la Cour de faire ces efforts, il faut que nos chefs d'État aussi reconnaissent que nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous force pour qu'on respecte les droits de l'homme qui, pour moi, sont fondamentaux et sont indispensables pour que chaque individu et chaque communauté puisse se développer. Vous êtes à la tête d'une organisation de défense des droits de l'homme. Elles sont nombreuses. Ces organisations, nombreuses aussi, sont quotidiennement les violations des droits de l'homme. Inefficacité de vos actions ou volonté manifeste quelque part de fouler aux pieds ces valeurs universellement reconnues? Ma réponse est oui et non. Et d'abord, non, parce que, comme je le disais, les droits de l'homme, le combat pour les droits de l'homme est un combat de longue haleine. Il y a une ministre dans notre État qui a l'habitude de dire que les droits de l'homme, c'est un processus. Et ça, je le lui concède. Parce qu'effectivement, ça ne s'améliore pas du jour au lendemain. Donc, je ne pourrais pas dire que les acteurs font preuve ou bien les actions des acteurs des droits de l'homme sont inefficaces. Il y a beaucoup d'efforts qui se font, mais malheureusement, si je veux classer les acteurs en 2 catégories, il y a d'abord les acteurs étatiques qui sont les premiers, qui sont les mandataires de ce pouvoir de protéger et de promouvoir les droits de l'homme. Et quand je veux voir la seconde catégorie dans laquelle je me retrouve, nous, les ONG, les associations les organisations de la société civile, nous sommes censés appuyer les autorités. Et je crois qu'il y a des efforts aussi au niveau à la fois des autorités et au niveau des ONG. Vous appuyez il y a des efforts en jouant à faire. votre rôle de veille.
Oui, d'abord au niveau de l'État, comme je le dis, pour moi, la responsabilité de l'État est grande. Elle est grande parce que c'est l'État qui est censé protéger. La difficulté pour nous, les défenseurs des droits de l'homme, malheureusement, je pense que nous sommes victimes de deux situations. La première, c'est que ce n'est pas nous, les ONG ou bien les organisations de défense des droits de l'homme, ce n'est pas nous qui opérons les changements. Notre rôle, c'est d'interpeller l'opinion, c'est d'attirer l'attention de l'opinion, d'interpeller les autorités sur les violations qui sont en train d'être commises, sur la nécessité de prendre des mesures pour les arrêter. Mais nous n'avons pas cette capacité d'arrêter de façon concrète une violation. Ce qui fait que malgré tous les efforts que les défenseurs des droits de l'homme peuvent faire, si au niveau des autorités, on ne prend pas la décision, on ne pose pas l'acte, c'est comme s'il y a un goût d'inachevé. Alors, vous êtes des partenaires, mais généralement et très souvent, oui, vos rapports sont conflictuels. Pourquoi? Je ne pourrais pas dire que c'est totalement conflictuel. Conflictuel dans une certaine mesure parce que nous n'avons pas forcément la même lecture de la chose. L'autorité pense qu'elle fait déjà suffisamment d'efforts, alors que nous pensons que justement, je ne veux pas dire rien n'est fait, mais le minimum n'est pas fait. Il faut appeler un chat un chat. Nous pensons qu'il faut davantage d'efforts, alors que l'autorité n'est pas forcément dans cette mesure. Donc ce n'est pas une relation conflictuelle, mais il faut reconnaître qu'il y a deux manières plus ou moins distinctes de voir les choses. Et naturellement, les efforts qui doivent être faits maintenant, ce sont des efforts en matière de plaidoyer, et arriver à interpeller les autorités, pas seulement en dénonçant, mais à trouver les cadres appropriés pour les amener à comprendre d'abord quelles sont nos raisons. Des fois, nos relations semblent être conflictuelles justement parce qu'il n'y a pas de ces cadres où on arrive à s'expliquer, on arrive à échanger pour qu'on sache quels sont les défis à leur niveau. Et il y a peut-être qu'on en parlera, il y a plusieurs mécanismes aujourd'hui qui permettent aux organisations de la société civile de contribuer ou bien d'appuyer les autorités, de faciliter un peu les choses pour que les autorités puissent faire un travail efficace. On va parler de ces mécanismes en seconde partie de cette émission. Pour l'heure, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition de journal sur votre chaîne.